Imaginez que dès que vous ouvrez les yeux, vous sentiez que le monde qui vous entoure n'est pas le même que celui que les autres voient. Ce n'est pas une différence de paysage ou de couleur, mais de densité. L'air semble plus lourd, les gestes plus révélateurs, les regards plus transparents. Alors que tout le monde continue à vivre naturellement, vous percevez des fissures invisibles, l'ombre cachée dans un sourire, le mensonge délicatement tissé dans une phrase, le désespoir silencieux qui résonne derrière un éclat de rire. C'est à la fois une promesse et une malédiction, vivre dans un état de vigilance alors que le monde s'obstine à dormir. C'est comme marcher parmi des somnambules, sachant que toute tentative de les réveiller se soldera par de la résistance, de l'irritation, voire de la haine. Et pourtant, vous sentez qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, car une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Tel est le fardeau des rares, de ceux qui ont les yeux exercés par la douleur et la lucidité. Georges Gurdjieff disait que l'homme vit sa vie en dormant, et que le réveil est toujours un choc, toujours une rupture qui arrache la chair de l'illusion. C'est peut-être CE que vous ressentez, non pas un privilège, mais un choc continu, comme si chaque instant de la réalité était une révélation douloureuse. Alors que les autres semblent trouver du réconfort dans l'inconscience, vous vous retrouvez face au spectacle de la vérité crue qui n'a pas le parfum doux de l'espoir, mais l'odeur âcre du fer, de la terre, de CE qui ne peut être nié. Le problème n'est pas seulement de trop voir. Le véritable tourment est de réaliser que personne d'autre ne souhaite que cette vision existe. Votre présence devient gênante, même lorsque vous ne dites rien. C'est comme si les autres percevaient, en silence, que vous les voyez au-delà de CE qui est permis. Vous devenez comme un miroir, et les miroirs font peur. Les gens ne veulent pas se reconnaître dans leur propre distorsion. Ils veulent croire que les rôles qu'ils jouent sont suffisants. Et devant vous, CES rôle tremble. C'est pourquoi vous entendez des phrases telles que « Vous êtes trop intense »,« Vous devez vous détendre »,« Vous réfléchissez trop ». CE sont des façons douces de dire « Votre lucidité me menace ». Et alors naît le conflit. Si le monde ne supporte pas votre vision, êtes-vous dans l'erreur en voyant ? Ce doute vous ronge lentement. Vous commencez à vous demander s'il ne vaudrait pas mieux se taire, si vous ne devriez pas apprendre à faire semblant comme les autres, mais quelque chose en vous refuse cet accord tacite. Gurdjieff disait que seule une minorité ose vivre éveillée, et que le prix à payer est élevé, car cela signifie marcher sans la foule, s'aventurer dans la solitude. Peut-être êtes-vous justement dans cette situation, entre le don et la condamnation, entre le sacré et l'insupportable. Peu à peu, le poids de cette lucidité devient physique. CE n'est pas seulement une fatigue émotionnelle, mais un fardeau qui traverse le corps. L'excès de perception ne laisse aucune place au repos. Vous essayez de vous déconnecter, mais votre esprit continue à capter des signaux, à déchiffrer des nuances, à traduire les sous-entendus que le monde préférerait taire. C'est comme si vous étiez né avec des yeux qui voient dans le noir, mais que personne d'autre ne voulait allumer la lumière. Tel est le dilemme. Votre vision est trop réelle pour être niée, mais trop dérangeante pour être acceptée. Vous marchez parmi les gens comme quelqu'un qui garde un secret inavouable. CE n'est pas un secret que l'on peut raconter. C'est un secret que l'on estimated votre propre existence, attentive et pénétrante, dénonce déjà les mensonges des autres. Et c'est pourquoi, souvent, la réaction à votre présence n'est pas l'accueil, mais la défense. L'humanité a appris à attaquer CE qui l'expose. Celui qui voit trop devient dangereux, non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il menace le tissu des illusions qui maintiennent le monde debout. Et vous le ressentez dans les regards détournés, dans les conversations interrompues, dans le malaise qui plane lorsque vous osez parler avec sincérité. Que reste-t-il alors? Porter CE regard comme une croix ou comme un drapeau. C'est là que naît la plus grande tension. La lucidité peut être autant une prison qu'une libération. Elle peut vous transformer en exilé ou en chercheur, en quelqu'un écrasé par l'excès de perception ou en quelqu'un qui apprend à utiliser cet excès comme une boussole. Mais ce choix n'est pas simple. Il fait mal, car avant de libérer, l'éveil isole.
Avant de guérir, il rend malade. Avant de révéler, il détruit. Le chemin de la conscience est toujours un processus de déconstruction. Il n'y a pas moyen de le traverser sans saigner. Et au fond, vous le savez. Vous savez que trop voir, c'est aussi trop perdre. On perd son innocence, on perd sa légèreté, on perd illusions réconfortantes. Mais on gagne quelque chose qui ne peut être échangé contre rien. La possibilité de toucher qui est réel. Et le réel, aussi dur soit-il, est toujours plus vivant que le mensonge. Le réveil n'est pas romantique, il n'est pas doux. Il a la texture du rugueux, le goût de la mer, la froideur du silence. Mais il a aussi l'étincelle de la vérité, et c'est elle qui soutient ceux qui osent continuer. Vous avez peut-être déjà compris qu'il n'y a pas de retour en arrière. La question n'est plus de savoir comment se rendormir, mais comment vivre éveillé dans un monde qui insiste pour rêver. Et c'est là que commence la traversée, car la lucidité ne peut être niée, mais elle peut être intégrée. Elle doit trouver une forme d'existence qui ne vous détruise pas de l'intérieur. Elle doit être conduite comme le feu, capable à la fois de brûler et d'illuminer. Gurdjieff savait que l'homme qui s'éveille doit apprendre à devenir le centre de lui-même, capable de ne pas se perdre dans le tourbillon de qu'il perçoit. C'est là la discipline invisible. Ne pas se laisser écraser par l'excès de vérité, mais transformer la vérité en axe. Et maintenant, face à cette conscience qui grandit en vous, se pose la question inévitable, celle qui ne peut être ignorée. Si voir trop est un don et aussi une condamnation, comment supporter de vivre avec des yeux qui ne pourront plus jamais se fermer? Connaissez-vous cette fatigue qui ne passe pas? Ce n'est pas seulement le poids du corps. C'est une sorte de fine poussière qui se dépose à l'intérieur, dans les espaces entre une conversation polie et une autre. Vous souriez, vous répondez à « tout va bien » et quelque chose en vous se vide un peu plus. Il y a des jours où vous rentrez chez vous et, avant même d'enlever vos chaussures, vous ressentez déjà la douleur de la superficialité qui palpite comme une migraine existentielle. Les conversations de la journée résonnent. Le collègue qui répète des slogans de productivité comme s'il s'agissait de mantras. La voisine qui transforme toute douleur en phrase à effet. Les rencontres où tout est léger, rapide, plastique. La vie est devenue un tapis roulant et vous, qui ne rentrez plus dans les phrases toutes faites, essayez de ne pas trébucher. Nous sommes en 2025. Les fils d'actualité sont remplis de certitudes instantanées, de conseils de 30 secondes, de promesses de transformation en 3 étapes. Et même si vous aspirez à la profondeur, le monde vous offre des raccourcis. Le problème, c'est qu'aucun raccourci ne mène à quoi que soit, lorsque la destination est le centre même. Peut-être vous reconnaissez-vous en Elena, 52 ans, qui s'occupe de sa mère atteinte de démence et de son petit-fils de 4 ans, tout en gérant un bureau qui la dévore à petite dose d'énergie. Un mardi ordinaire, entre le café refroidi et les emails qui n'en finissent pas, Elena se retrouve en larmes dans sa voiture, le moteur éteint, les mains sur le volant. Il n'y a pas de tragédie explicite, il y a 1000 petites coupures. La réunion où personne ne dit c'est qu'il ressent. Le frère qui n'apparaît que pour donner son avis. Le sentiment que sa vie est devenue un couloir d'hôpital silencieux, avec une lumière froide et des pas mesurés. Quand quelqu'un lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?», elle ne sait pas l'expliquer. Comment traduire le vide des conversations qui ne touchent jamais le cœur? Comment dire que la solitude est plus grande à une table pleine que dans une maison vide? Elena a pensé à la thérapie, a essayé la méditation, a supprimé des applications pendant quelques jours. Mais qui fait mal, n'est pas l'excès de stimuli, c'est le manque de sens. Ce matin-là, dans la voiture, elle a réalisé qu'elle ne manquait pas de repos, mais de vérité. Et cela ne s'achète pas, ne se note pas dans l'agenda, ne se livre pas par coursier. Ou encore Daniel Fortifouran, directeur dans une entreprise qui vit d'objectifs élastiques et de buts affichés au mur. En 2020, il a appris à performer à l'écran. En 2025, il s'est rendu compte qu'il continuait à performer en dehors de celui-ci. Ces réunions sont truffées de mots tels que alignement, synergie, priorisation.
Quand il éteint la caméra, la maison est silencieuse et son cœur bat la chamade. Il voulait parler de la mort de son père, de sa peur de ne pas élever sa fille pour qu'elle devienne quelqu'un de vivant et de bien, de la terreur sourde de se réveiller un jour et de se voir entièrement fait de plastique. Mais il n'y a pas de place pour cela dans les points de contrôle de statut. Un soir, Daniel a marché seul dans le quartier, les mains dans les poches, et s'est surpris à demander au ciel une véritable rencontre. Pas un miracle cinématographique, juste quelqu'un qui dirait « Moi non plus, je ne sais pas vivre comme ça ». Il est rentré chez lui, a ouvert le réfrigérateur, a bu de l'eau dans l'évier. Et il s'est dit « Depuis quand le simple fait de ressentir est-il devenu si gênant ?» Peut-être vous reconnaissez-vous en Martha, 61 ans, divorcée après 30 ans d'un mariage qui était plus un accord qu'une rencontre. Aujourd'hui, avec du temps libre et une pension réduite, elle vend des tartes artisanales et lit le soir. Récemment, elle a reçu des amis pour un dîner. Ils ont ri, se sont remémorés des anecdotes, pris des photos. Lorsque la porte s'est refermée et que la maison est redevenue silencieuse, Martha a ressenti un mélange de gratitude et de mélancolie si profond qu'elle a dû s'asseoir sur le sol de la cuisine. CE n'était pas la tristesse de la solitude, c'était la prise de conscience que de nombreux moments chaleureux remplis de rires et de photos ne touchaient pas l'endroit où la vie se déroule réellement. Ceux qu'elle désire, ceux eux ne sont pas des visites, mais une présence. Ce ne sont pas des cadeaux, mais le courage de dire « Aujourd'hui, j'ai eu peur ». Ce soir-là, elle a écrit sur un bout de papier « Je veux des conversations qui me font trembler les mains ». Elle l'a rangé dans son livre de chevet et s'est endormie. À son réveil, elle se sentait plus honnête, comme si elle avait déplacé un grain de sable d'un côté de son âme à l'autre. Et puis il y a Roberto, 39 ans, qui a toujours été fier d'être léger. Blagues au travail, bonne entente, paix et amour. Il faisait tout pour maintenir une atmosphère agréable, comme s'il transportait un diffuseur invisible partout où il passait. Jusqu'à CE, que lors d'un déjeuner en famille, sa sœur lui dise qu'elle se sentait sans force et qu'il lui réponde avec une série de phrases toutes faites « Tout ira bien, pense positif, Dieu sait ce qu'il fait ». Le soir, il relut l'échange de messages et ressentit une soudaine honte. Il a réalisé que sa légèreté était souvent une fuite, une élégante diversion pour ne pas affronter la fissure. Il s'est souvenu de Georges Gurdjieff et de l'idée que nous vivons endormis dans des rôles qui nous protègent. Combien de fois la légèreté n'était-elle qu'un masque pour ne pas être submergé par la douleur? Roberto a envoyé un court message à sa sœur. « Je suis désolé, si tu veux, je peux juste t'écouter. » Et pour la première fois depuis longtemps, le rire facile a laissé place à un silence qui ressemblait à une prière. Si vous avez entre 35 et 65 ans, vous reconnaissez peut-être le calendrier des pertes discrètes qui s'accumulent au fil des ans. Des amis qui s'éloignent sans explication, des projets qui vieillissent sur le disque dur, des rêves qui ne brillent plus autant à la lumière du matin. Peut-être avez-vous déjà senti votre corps réclamer une trêve, votre cœur réclamer la vérité, votre âme réclamer de l'espace. En 2025, la vie crie « plus, plus, plus ». Plus de productivité, plus de contenu, plus de performance émotionnelle. Et votre fort intérieur répond « moins de bruit, moins d'apparence, moins d'obligation d'être intéressant ». C'est une guerre silencieuse. D'un côté, le monde des hyperstimulations. De l'autre, vous essayant de protéger un territoire sacré invisible à l'œil nu. Il y a aussi les conversations qui n'ont pas lieu. Vous prenez un café avec un être cher et vous vous préparez à parler de la question qui vous trotte dans la tête depuis des mois. Mais l'après-midi se passe à discuter de logistique, à rire des séries, à commenter l'inflation et le trafic. Tout est légitime, mais rien n'est vivant. De retour à la maison, vous vous demandez « Pourquoi est-il si difficile de franchir la première étape ?» La réponse ne réside pas dans le talent des mots, mais dans le risque de la rencontre. Rencontrer véritablement quelqu'un est toujours dangereux. Cela expose, désorganise, demande un retour. Dans un monde entraîné à adoucir les choses, vous êtes devenu une présence dissonante. Et pourtant,
c'est précisément cette dissonance qui maintient vivante la possibilité d'un lien réel. Lorsque vous refusez d'accepter le dialogue mort, vous ouvrez, sans le savoir, un passage secret où la vie peut passer. Il est possible qu'en entendant tout cela, la tentation d'un retrait permanent surgisse. Si le monde est superficiel, je me retire. Mais la solitude qui guérit n'est pas celle qui nous déconnecte de l'humain. C'est celle qui nous prépare à le toucher sans nous perdre. Il y a une différence radicale entre s'isoler par ressentiment et se retirer pour l'hygiène de l'âme. Le premier nous empêche d'avancer, le second nous redonne du souffle. Gurdjieff dirait que la vigilance est un acte, pas un trait de caractère. Cultiver la présence au milieu de la mécanique collective est une discipline, pas un état mystique. Vous pouvez la pratiquer aujourd'hui, sans fanfare, sans effet spécial. Lorsque vous engagez une conversation, demandez-vous « Qu'est-ce qui est vivant ici ?» Si rien ne l'est, permettez-vous de choisir le silence ou la question qui ouvre des brèches. Comment allez-vous vraiment ? Peut-être que la réponse sera brève, peut-être qu'un rire nerveux suivra. Mais vous aurez tout de même semé une graine. Les personnes de votre entourage peuvent trouver cela étrange. Tu es devenu dramatique ? Pourquoi compliquer les choses ? Il ne s'agit pas de drame, mais d'engagement envers CE qui nous soutient. La vie adulte mûre, celle qui naît lorsque le passé ne nous guide plus et que l'avenir ne nous hypnotise plus, demande du courage pour donner la priorité à l'essentiel. Et l'essentiel est rarement brillant. C'est un verre d'eau apporté dans la chambre de son père. C'est un appel pour demander pardon. C'est refuser une invitation pour protéger son repos. C'est accepter que vous avez changé et que certaines pièces ne vous conviennent plus. Le prix à payer, certaines portes se ferment. Le gain, celles qui s'ouvrent, donnent accès à des endroits où l'on respire. Peut-être avez-vous déjà vécu de petites expériences de vérité et ressenti le miracle discret qu'elles produisent. Dire non sans se justifier. Dire je ne sais pas sans honte. Dire j'ai besoin d'aide sans rituel héroïque. Chaque geste de CE type vous permet de récupérer des morceaux de vous-même qui avaient été externalisés vers les applaudissements, les habitudes, la commodité. Peu à peu, le sentiment de torture sociale diminue, non pas parce que le monde est devenu plus profond, mais parce que vous avez cessé de négocier votre profondeur. À ce stade, il est naturel qu'une sorte de nostalgie de CE qui ne s'est pas produit surgisse. Et si j'avais été honnête à l'époque ? Et si j'avais choisi moins de brillance et plus de racines? Cette nostalgie est utile lorsqu'elle pointe vers le présent. C'est elle qui vous rappelle qu'il est encore temps de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, même si les années ont marqué votre visage, même si votre corps a SS limites, même si votre biographie comporte déjà des chapitres entiers. La vie n'exige pas de tout réécrire. Elle demande qu'à partir de maintenant, chaque ligne soit suffisamment vraie pour vous soutenir. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau scénario, vous avez besoin d'une voix entière. Peut-être que, comme Elena, Daniel, Martha ou Roberto, vous vous rendez compte que la plus grande fin de 2025 n'est pas celle de nouveauté, mais celle de densité. CE n'est pas celle de plus de stimuli, mais celle de sens. Vous restez attentif aux comptes, au travail, à la famille, aux engagements, mais vous n'acceptez plus de payer avec votre âme. Et quand CE moment arrive, quelque chose change. Les rencontres commencent à se sélectionner par gravité, les mots deviennent plus lents, les jours acquièrent un étrange silence qui n'engourdit pas, mais soutient. Et puis, un matin, vous vous demandez si j'insiste pour ne parler que là où la vie bat son plein. Combien de relations resteront debout et combien, finalement, révéleront qu'elles n'ont jamais été des rencontres, mais seulement des habitudes. Il y a des douleurs qui ne demandent pas la permission d'entrer. Elles ne s'accompagnent d'aucune explication ni justification. Elles s'installent simplement, silencieusement, comme des hôtes indésirables, occupant chaque recoin de l'âme. Avez-vous déjà ressenti un poids qui ne semblait pas être le vôtre ? Comme si une tristesse étrangère avait traversé votre peau et trouvé refuge en vous. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous avançons, en portant des fardeaux invisibles qui ne sont pas nés dans notre cœur.
mais qui ont appris à y habiter. En 2025, alors que le monde entier semble crier à toute vitesse, certains absorbent non seulement leur propre bruit, mais aussi les échos des autres. Il en résulte une fatigue qui ne s'explique pas par des examens, un épuisement qui ne se résout pas par des vacances. Georges Gurdjieff disait que la plupart des hommes vivent dans un état de somnambulisme psychique, réagissant aux stimuli comme des machines. C'est peut-être pour cela que, lorsque vous êtes trop éveillé, vous ressentez dans votre corps la douleur de cet automatisme collectif. Vous entrez dans une pièce et avant même qu'un mot ne soit prononcé, vous percevez déjà la tension comprimée dans les épaules, la colère retenue dans la gorge, la peur dissimulée dans les gestes. Vous absorbez, traduisez et portez, sans le demander, sans le vouloir. Ce qui ne serait qu'intuition devient un fardeau. Et ce fardeau n'apparaît pas dans les diagnostics, mais se révèle dans la fatigue constante, dans l'insomnie qui semble avoir sa propre vie, dans le cœur qui s'accélère sans raison apparente. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Suis-je malade ?» ou simplement intoxiqué par une souffrance qui n'est pas la mienne? Et si je vous disais qu'une partie de cette fatigue vient justement de votre sensibilité, que cette porosité qui vous fait souffrir est aussi une façon rare de percevoir le monde? Réfléchissez bien. Combien de fois quelqu'un s'est-il approché de vous parce qu'il sentait qu'il pouvait tout vous dire? Combien de fois avez-vous été l'oreille, le refuge, l'épaule? Cela n'arrive pas par hasard. Tu donnes l'impression de pouvoir supporter ce que les autres ne supportent pas. Mais qui te soutient? Qui écoute tes douleurs quand le silence de la nuit pèse? C'est là qu'une provocation nécessaire s'impose. Ne confondriez-vous pas amour et autodestruction? Combien de fois vous êtes-vous noyé dans les drames des autres simplement pour ne pas affronter votre propre abîme? Combien de fois avez-vous embrassé les douleurs des autres parce que regarder les vôtres vous semblait insupportable? C'est difficile à admettre, mais porter le monde sur SES épaules peut aussi être une forme d'évasion, une évasion de soi-même. Si cette provocation vous touche, il est peut-être temps de réfléchir. Dans quelle mesure ce que vous ressentez aujourd'hui vous appartient-il vraiment? Essayez de commenter. Combien de fois avez-vous ressenti des émotions inexplicables, comme si elles vous avaient été prêtées par quelqu'un d'autre? Partager cela peut non seulement vous soulager, mais aussi montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Le corps, lorsqu'il est surchargé par cette absorption silencieuse, commence à crier. Certains appellent cela le syndrome de panique, d'autres la dépression fonctionnelle, d'autres encore le stress chronique. Mais le nom importe peu lorsque l'expérience est la même. Une âme saturée, fatiguée de traiter un inconscient collectif qui ne demande pas la permission. Peut-être vous réveillez-vous au petit matin avec une sensation d'oppression dans la poitrine, sans raison apparente. Peut-être le simple fait d'entrer dans un supermarché vous épuise. Peut-être rencontrez-vous quelqu'un de joyeux et sortez-vous de cette rencontre inexplicablement triste. Ce n'est pas de la folie, c'est de la sensibilité qui a perdu cette barrière naturelle de protection. Mais et si cette sensibilité n'était pas seulement de la fragilité? Et si c'était une vocation, un appel silencieux à percevoir au-delà de la surface? Le danger n'est pas de ressentir trop, mais de ne pas apprendre à filtrer. Le monde moderne n'enseigne pas encore à prendre soin de soi à ce niveau. Au lieu de cela, il répète « Détendez-vous, ne prenez pas les choses trop au sérieux, pensez positif ». Mais vous savez que ce n'est pas si simple. La question n'est pas de détourner le regard, mais d'apprendre à purifier ce qu'il recueille. C'est la différence entre se noyer dans la rivière et apprendre à nager dedans. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où votre épuisement n'était pas dû à l'intensité de la journée, mais à un excès d'absorption silencieuse? Peut-être que la réunion avec vos collègues ne vous a pas fatigué à cause du sujet, mais à cause de l'énergie lourde qui flottait dans l'air. Peut-être que cette visite familiale n'a pas été difficile à cause de la conversation, mais à cause de la douleur cachée que quelqu'un a laissé échapper sans mots. Et alors surgit la question qui peut tout changer. Comment apprendre à discerner ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre?
C'est un tournant, car si vous commencez à cultiver CE discernement, vous ne serez plus condamné à porter le monde entier sur vos épaules. Bien sûr, cela ne signifie pas abandonner ceux que vous aimez, mais apprendre à ne pas vous confondre avec eux. Gurdjieff rappelait que la véritable conscience commence lorsque nous cessons de vivre comme des extensions mécaniques de l'environnement. Vous n'êtes pas seulement le reflet des douleurs qui vous entourent, vous êtes aussi le centre, l'axe, la racine. Mais pour vous en souvenir, vous devez créer des moments de recueillement, de petits rituels qui vous rendent CE que vous avez perdu au milieu de la foule. Cela peut signifier éteindre votre téléphone portable plus tôt et écrire sur un bout de papier « Qu'est-ce qui m'appartient ici? Qu'est-ce qui appartient à l'autre ici ?» Cela peut signifier marcher seul pendant 15 minutes sans écouteurs, laissant votre corps se décharger de son excès. Cela peut signifier apprendre à dire « Aujourd'hui, je ne peux pas », sans culpabilité. Et vous, que faites-vous pour vous protéger? N'hésitez pas à laisser dans les commentaires des pratiques qui ont déjà fonctionné pour vous. Souvent, votre expérience peut sauver quelqu'un d'autre d'un épuisement qu'il ne comprend pas encore. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quand vous êtes-vous vraiment retiré pour la dernière fois? Je ne parle pas de vous allonger sur le canapé avec la télévision allumée, mais d'un véritable retrait, celui où vous vous retrouvez avec vous-même, même si cela fait mal. Cette question ne cherche pas une réponse immédiate, mais elle déclenche une alerte. Peut-être que vous portez le monde depuis trop longtemps et que vous vous oubliez. Au fond, cette sensibilité radicale qui vous déchire peut aussi devenir votre remède. Car lorsque vous apprenez à la purifier, elle cesse d'être un fardeau et devient une boussole. La même perception qui vous épuise aujourd'hui peut, si elle est cultivée, guider vos choix, protéger vos limites, vous rapprocher uniquement de CE qui est vrai. Gurdjieff disait que peu osent s'éveiller parce que l'éveil exige de la discipline. Et peut-être que la discipline que votre âme demande est celle-ci. Cessez de confondre compassion et abandon de soi. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à prendre soin de vous avec le même dévouement que vous avez déjà apporté aux autres? Car si la réponse est oui, c'est peut-être le début d'une libération que vous attendiez depuis des années. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous passons une grande partie de notre vie à jouer un rôle? C'est presque imperceptible au début, mais il suffit d'observer attentivement pour le remarquer. Il y a une version de vous au travail, une autre à la maison, une autre lors des réunions de famille, une autre encore sur les réseaux sociaux. Et pourtant, parmi tant de masques, un doute corrosif commence à naître. Lequel d'entre eux est le vrai vous? Peut-être cette question vous a-t-elle déjà hanté pendant des nuits silencieuses, lorsque votre tête repose sur l'oreiller et que votre corps cesse enfin de se distraire avec SES obligations. Qui suis-je quand personne ne me regarde? La plupart des gens évitent cette question comme on évite un précipice. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous n'accepte plus de vivre à travers des personnages. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire est un théâtre rempli d'acteurs, chacun criant « moi » à chaque instant, sans qu'il y ait de véritables metteurs en scène. Et n'est-ce pas exactement c'est eux que l'on ressent? Vous vous réveillez déterminé à être productif, mais à midi, vous avez déjà cédé à la dispersion. L'après-midi, vous promettez d'être patient, mais il suffit d'une provocation pour que vous explosiez. Le soir, vous endossez le rôle de la sérénité devant les autres, alors qu'à l'intérieur, tout tremble. CE sont des moi transitoires, des fragments d'une identité qui s'adaptent, s'ajustent, se remodèlent, jusqu'à CE que nous ne sachions plus où finit le masque et où commence la peau. Combien de fois avez-vous souri pour éviter un conflit, ravalé vos mots pour maintenir la paix, ou vous êtes-vous tu parce que vous saviez que votre intensité serait considérée comme excessive? Ces moments semblent insignifiants, mais ils s'accumulent comme des fissures internes. C'est comme vivre dans une maison qui prend l'eau. De l'extérieur, tout semble solide, mais à l'intérieur, la structure s'effondre peu à peu. En 2025, CE processus s'est intensifié. L'ère de la performance numérique a transformé chaque personne en acteur sur une scène infinie où tout doit être présentable, convaincant, immédiat,
Même le silence est devenu suspect. Si vous ne postez rien, vous n'existez pas. Si vous ne vous montrez pas, vous disparaissez. Mais comment soutenir autant de versions sans perdre son âme? Le résultat est un vide croissant. Dans une étude récente, des chercheurs de l'Université du Michigan ont montré que 62% des adultes âgés de 35 à 65 ans déclarent ressentir un décalage entre la vie qu'ils montrent et celle qu'ils vivent réellement. C'est le taux le plus élevé enregistré depuis le début de CE-type d'enquête, il y a plus de 20 ans. CE n'est pas seulement une donnée curieuse, c'est une confession collective que nous nous éloignons de nous-mêmes. Nous sommes de plus en plus des biographies fausses dans des corps réels. Prenez Anna, 47 ans, enseignante respectée, mère de 2 enfants. Tout le monde la décrit comme équilibrée, calme, un modèle de sérénité. Mais dans son journal intime, celui que personne ne lit, elle écrit sur sa peur de ne rien vivre qui lui appartienne vraiment. Elle note des phrases telles que « Je suis un fantôme qui sourit » ou « Personne ne me connaît, pas même moi ». Le contraste entre son personnage public et son être privé devient si grand qu'elle commence à craindre d'être découverte, comme si un jour quelqu'un la surprenait sans son masque. Et vous, avez-vous déjà eu peur d'être vu dans votre nudité comme si l'authenticité était un crime? Un autre exemple est celui de Paolo, 59 ans, cadre supérieur à la carrière solide. Il est loué pour son attitude stable et ses décisions sûres, mais il avoue en silence qu'il ne sait plus CE que c'est que de pleurer depuis des années. Non pas par manque de douleur, mais par manque d'autorisation. Chez lui, les larmes étaient un signe de faiblesse. Au travail, la vulnérabilité était un risque. Il a donc empilé couche après couche d'armure jusqu'à CE que ses propres émotions deviennent inaccessibles. Un soir, après l'enterrement d'un ami d'enfance, il est rentré chez lui, s'est assis dans le salon sombre et pour la première fois depuis des décennies, a pleuré jusqu'à en trembler. En se regardant dans le miroir, il ne s'est pas reconnu. Il semblait avoir rencontré un étranger qui avait toujours été là, attendant de pouvoir exister. Et vous, que se passerait-il si tous vos masques tombaient d'un seul coup? Cette provocation n'est pas théorique, elle est viscérale. Car tôt ou tard, la vie arrache le masque de force. Que CE soit à cause d'une maladie, d'une perte, d'une rupture, il arrive un moment où il n'est plus possible de jouer la comédie. Et à ce moment-là, nous découvrons que le prix de la comédie était trop élevé. Des années de vie vécues pour les autres, des années d'authenticité enterrées sous les conventions. Curieusement, les cultures anciennes comprenaient déjà ce dilemme. Chez les Grecs, le mot persona désignait le masque utilisé au théâtre. Le terme a traversé les siècles et aujourd'hui, nous utilisons personnalité comme synonyme d'identité. Mais ne sommes-nous pas devenus prisonniers de cette confusion? Nous construisons des personnalités qui fonctionnent comme des masques sociaux, utiles pour la coexistence, mais mortelles lorsqu'elles deviennent permanentes. Jung en parlait, mais Gurdjieff est allé plus loin. Il disait que sans effort conscient, l'homme ne connaîtrait jamais le moi réel. Il ne ferait que multiplier les rôles jusqu'à la mort. Alors surgit la question qui peut brûler à l'intérieur. Avez-vous vécu si longtemps avec un masque que vous avez oublié comment respirer sans lui? Beaucoup de spectateurs, en entendant cette provocation, ressentiront un pincement familier. Si c'est votre casse, ne luttez pas contre. Permettez-vous de commenter, d'écrire, de partager votre expérience. Parfois, la confession d'un étranger est ce « eux » qui libère un autre à reconnaître « moi aussi, je me sens comme ça ». Les symptômes de ce théâtre interminable sont partout. Anxiété sans cause définie, sensation chronique de fatigue, envie inexplicable de disparaître pendant quelques jours jusqu'à ce que le corps tombe malade sans diagnostic clair. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est le signe que l'âme ne supporte plus de jouer la comédie. Une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé a révélé qu'en 2025, le nombre d'arrêts de travail liés à des troubles émotionnels chez les personnes de plus de 40 ans avait augmenté de 40%. La justification officielle est le stress. Mais au fond,
nous savons que CE n'est pas seulement le stress, c'est la vie qui réclame l'authenticité. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus douloureux. Nous sommes félicités lorsque nous jouons bien notre rôle, mais réduits au silence lorsque nous osons être nous-mêmes. Vous avez probablement déjà été qualifié de courageux pour avoir ravalé vos larmes, de fort pour ne pas avoir montré votre douleur, de mature pour avoir accepté CE que vous n'auriez jamais dû accepter. Mais à quel prix? Quelle est cette force qui nous arrache à nous-mêmes? La réponse se trouve peut-être dans le silence. Pas le silence superficiel des conversations vides, mais silence profond dans lequel, en retirant un masque, vous entendez l'écho de votre propre âme pour la première fois depuis des années. Ce silence ne ment pas. Il montre la fissure, expose la blessure, révèle le vide. C'est inconfortable, certes, mais c'est là que commence à naître le courage d'être entier. Gurdjieff insistait sur le fait que seule une véritable transformation peut naître d'un réel inconfort. Et si cet inconfort que vous ressentez aujourd'hui n'était pas un signe d'échec, mais l'annonce d'une renaissance? Imaginez un instant qu'au lieu de craindre de perdre vos rôles, vous commenciez à les célébrer comme des vêtements qui ne vous vont plus. Comment serait votre vie si, en vous réveillant demain, vous décidiez de ne plus jouer la comédie? Quelles relations survivraient? Quels espaces devriez-vous abandonner? Quelles personnes resteraient et lesquelles révéleraient qu'elles n'étaient présentes que pour le personnage et non pour vous? Peut-être que le plus grand changement n'est pas de trouver des réponses toutes faites, mais d'accepter ces questions comme une boussole. Car chaque fois que nous osons affronter la question « Qui suis-je sans masque ?», nous faisons un pas vers l'axe qui a toujours été là, caché sous les couches. Et c'est cet axe, noyau authentique, qui peut nous redonner non seulement un sens, mais aussi une présence. Alors, si vous vous reconnaissez dans théâtre des rôles, il est peut-être temps de commencer à répéter votre sortie de scène, non pas pour disparaître, mais pour enfin faire vos débuts, en tant que vous-même. Et quand jour viendra, vous n'aurez plus besoin de vous demander qui vous êtes, car la réponse se trouvera dans le simple fait d'exister pleinement, sans performance, sans public, sans peur. Il y a des moments dans la vie où tout que nous cachons de nous-mêmes revient avec la force d'une tempête. Les masques tombent, les illusions se brisent et nous nous retrouvons face à une vérité qui ne peut plus être ignorée. C'est un moment douloureux, mais aussi libérateur. Car au fond, nous avons toujours su que vivre uniquement d'apparence était un prêt trop coûteux. Chaque sourire répété, chaque silence stratégique, chaque concession faite au nom de l'harmonie nous a éloignés un peu plus de qui nous sommes vraiment. Jusqu'au jour où, sans prévenir, le corps se met à crier, l'esprit ne trouve plus le repos et l'âme exige un règlement de compte. N'est pas le monde qui nous juge à ces moments-là, c'est nous-mêmes, devant le miroir, face à la question que nous avons toujours évitée. Qu'ai-je fait de ma vérité? Georges Gurdjieff disait que l'être humain doit mourir pour renaître. Cette mort n'est pas physique, elle est symbolique. C'est la mort du faux moi, de l'automate qui répète des gestes, du personnage qui joue pour le public. Mourir ici signifie renoncer aux versions que nous avons créées pour survivre, même si elles nous ont protégés pendant des années. Cela signifie regarder à l'intérieur de soi et avoir le courage d'admettre « je ne veux plus vivre divisé ». C'est un processus difficile, car il implique de perdre beaucoup. Des relations qui n'existaient que parce que vous jouiez un rôle, des emplois qui exigeaient une obéissance aveugle, des espaces où votre intensité était étouffée. Et pourtant, c'est dans deuil que naît la véritable renaissance. Vous avez peut-être déjà ressenti deuil en silence, une tristesse qui semblait sans raison, mais qui était en fait le pressentiment que la vie que vous meniez ne pouvait pas durer. Ce sentiment, si inconfortable, est aussi une invitation. C'est l'appel à traverser la forêt sombre de l'authenticité. Et ici, il est important de comprendre. Traverser ne signifie pas vaincre rapidement, mais supporter les pas, même s'ils sont lents et confus. Ceux qui osent se débarrasser de leur masque doivent affronter le vide de la scène déserte.
Il est effrayant de voir les lumières s'éteindre et de réaliser que le public s'en va. Mais c'est seulement dans CE silence que naît la rencontre avec le moi réel. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes réprimé pour être accepté. Combien d'opinions vous n'avez pas exprimées, combien de larmes vous avez avalées, combien de douleurs vous avez cachées au nom de la paix sociale. Ces choix, lorsqu'ils s'additionnent, forment une prison invisible. Et plus nous essayons d'être légers pour les autres, plus nous devenons lourds à l'intérieur. C'est là que la blessure sacrée commence à parler. La douleur qui ne guérit pas, mais qui, au lieu de nous détruire, nous indique la bonne direction. Jung parlait de la blessure comme d'une vocation, et Gurdjieff complétait en montrant que l'homme a besoin d'être secoué pour s'éveiller. Cette secousse prend presque toujours la forme d'une douleur. Mais le paradoxe est qu'en acceptant la blessure, nous y découvrons une carte. Cette blessure nous a appris à voir dans l'obscurité, à percevoir les silences, à accueillir la douleur des autres. C'est elle qui nous donne la rare capacité de traverser la surface et de toucher l'essentiel. Et le plus curieux, c'est que lorsque nous avons le courage d'exposer cette douleur, elle se transforme en pont. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je pensais être le seul à ressentir cela ». Cette phrase est une confession et une libération. Lorsque vous montrez votre vérité, vous autorisez les autres à montrer la leur. La douleur cesse alors d'être une prison et devient un service. Pas un service au sens d'un sacrifice aveugle, mais comme une mission silencieuse. Être un espace sûr pour que l'autre puisse exister sans masque. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans résistance. En choisissant l'authenticité, vous effrayez. Les gens s'éloignent. Certains vous accusent d'être trop dramatique, d'autres d'être compliqué. Mais comprenez bien, si votre présence dérange, c'est parce qu'elle dénonce l'artificialité que les autres ne supportent pas encore d'abandonner. Et il n'y a aucun problème à cela. Vous n'êtes pas là pour plaire, mais pour éveiller. L'éveil est toujours inconfortable, car il désorganise les structures. Mais il est également nécessaire, car sans lui, rien ne change. Et lorsque le chaos semble insupportable, quelque chose commence à fleurir, la sérénité de ceux qui n'ont plus besoin de faire semblant. Cette sérénité n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de sens. Vous pouvez être fatigué, blessé, incompris, mais en vous se trouve un centre qui ne vacille pas. C'est ce centre que Gurdjieff appelait le « moi réel », le noyau indestructible qui reste lorsque tous les rôles tombent. Et c'est vers lui que vous devez revenir, encore et encore, jusqu'à ce que votre vie extérieure reflète, de manière de plus en plus fidèle, la vie qui bat en vous. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui me retient encore au masque? Quelle peur m'empêche d'être entier? Quelles histoires est-ce que je répète uniquement pour continuer à être accepté ?» Ces questions sont la clé qui ouvre la porte de la prochaine étape. Car il ne suffit pas de reconnaître la prison, il faut commencer à agir. Et agir ne signifie pas faire de grandes révolutions, mais de petits gestes quotidiens. Dire une vérité que vous auriez auparavant cachée, refuser une obligation qui vous étouffe, choisir le silence là où vous auriez auparavant feint l'enthousiasme. Chacun de ces gestes est une graine plantée dans le sol de l'authenticité, et c'est là que nous arrivons à un point décisif. Toute cette plongée, la lucidité douloureuse, la solitude, la blessure, le deuil des masques, n'était pas seulement une réflexion, c'était une préparation. Une préparation au choix qui se présente maintenant à vous. Continuer à jouer un rôle ou commencer à vivre vraiment. Cette décision ne peut être déléguée, elle ne peut être reportée indéfiniment. La vie attend déjà votre réponse. Dans la prochaine étape, nous parlerons du plan pratique, de la traversée concrète pour transformer toute cette réflexion en mouvement réel. Mais avant cela, je vous laisse avec une question qui ne peut être ignorée. Si vous aviez la chance de commencer dès maintenant à reconstruire votre vie à partir de CE qui est vrai, auriez-vous le courage de dire oui? Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous n'accepte plus de vivre à moitié. Après tant de plongées, de questions et de douleurs exposées, il est temps de transformer la réflexion en pratique. La pensée est claire,
mais seule l'action change la vie. Georges Gurdjieff disait que la connaissance sans être n'est rien. Il ne suffit pas d'accumuler des idées, il faut les intégrer, les laisser traverser le corps, le quotidien, les liens. C'est pourquoi CE que je vais vous proposer maintenant n'est pas un manuel rigide, mais un plan vivant, composé d'étapes qui peuvent devenir des rituels personnels. CE sont des clés simples mais puissantes, capables de changer la façon dont vous vous reliez à vous-même et au monde. La première étape est la solitude consciente. Nous avons tous besoin de silence, mais tout silence n'est pas curatif. Il y a le silence anesthésié, plein d'écrans et de distractions, et il y a le silence fécond, celui dans lequel vous vous retrouvez avec vous-même, sans intermédiaire. Essayez de réserver chaque jour 15 minutes, sans musique, sans téléphone portable, sans actualité, sans rien. Juste vous, votre corps, votre respiration. Au début, cela peut sembler inconfortable. C'est l'écho des voix intérieures qui réclament votre attention. Avec le temps, ce silence deviendra votre refuge. Il nettoiera les excès que vous absorbez du collectif et rendra sa clarté à CE qui vous appartient vraiment. La deuxième étape est le discernement émotionnel. Notez chaque jour les émotions qui surgissent et demandez-vous, est-ce que cela m'appartient ou appartient à quelqu'un d'autre? Cela semble simple, mais cette question est déterminante. Souvent, nous passons des jours à porter en nous une colère qui ne nous appartient pas, une tristesse qui s'est infiltrée de l'extérieur, une anxiété qui appartenait à un proche. Écrire crée une frontière, redonne de la proportion. Peu à peu, vous commencerez à distinguer CE qui fait partie de votre histoire et CE qui n'est que le résidu de l'environnement. Cette pratique renforce votre axe interne, vous empêche de vivre dissous dans les douleurs des autres et préserve votre énergie vitale pour CE qui compte vraiment. La troisième étape consiste à apprendre à dire non sans culpabilité. Combien de fois vous êtes-vous épuisé dans des engagements que vous ne vouliez pas simplement par peur de décevoir quelqu'un? Ce oui constant est l'une des plus grandes trahisons contre votre authenticité. Gurdjieff disait que l'homme doit apprendre à se souvenir de lui-même en toutes circonstances. Dire non, c'est en fait se souvenir de soi, se souvenir de SES limite, de son temps, de sa santé émotionnelle. Commencez par de petits gestes. Refusez une invitation qui va vous épuiser. Ne répondez pas immédiatement à un message lorsque vous n'avez pas d'énergie. Choisissez de vous reposer plutôt que de sauver les apparences. Chaque non conscient fait place à un vrai oui. La quatrième étape consiste à cultiver de véritables liens. Si vous avez l'impression d'être entouré de conversations superficielles, devenez vous-même l'initiateur de la profondeur. Au lieu de demander « ça va ?», demandez « comment vas-tu vraiment aujourd'hui ?» La réponse ne viendra pas toujours immédiatement, mais ces gestes ouvrent des brèches dans le mur de la superficialité. Recherchez des personnes qui supportent votre intensité, qui ne sont pas effrayées par votre profondeur. Elles existent, mais elles n'apparaissent que lorsque vous cessez de prétendre être léger. Appréciez CES rencontres, même si elles sont rares, car elles nourrissent plus que 100 interactions vides. La cinquième étape consiste à donner une voix à la blessure. Écrivez, parlez, créez. Trouvez un moyen de transformer votre douleur en langage. Non pas pour la romancer, mais pour l'intégrer. La blessure qui est tue devient une prison. La blessure qui est racontée devient un pont. Écrivez des lettres qui ne seront jamais envoyées. Peignez sans penser à la technique, enregistrez des audios pour vous-même, partagez dans des espaces sûrs CE qui a été gardé secret pendant si longtemps. Lorsque vous vous exprimez, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Votre vulnérabilité peut être le soulagement dont quelqu'un d'autre avait besoin pour s'ouvrir à son tour. La sixième étape est la discipline de la présence. Gurdjieff enseignait des exercices pour se souvenir de soi. Et aujourd'hui, nous pouvons traduire cela en pratiques accessibles. Respirer consciemment en se lavant les mains, sentir ses pieds sur le sol en marchant, savourer chaque bouchée sans se presser.
De petits rituels de présence redonnent de la cohérence à la vie. Ils vous sortent du pilote automatique et vous ramènent à l'instant présent. Et dans l'instant présent, vous trouvez la force de supporter, la clarté pour décider, la paix pour exister. La 7e étape consiste à cultiver le courage d'être vu tel que vous êtes. Cela ne signifie pas tout exposer à tout le monde, mais choisir consciemment les espaces où votre authenticité peut s'exprimer. Commencez lentement, en vous permettant de montrer un peu plus de votre vrai moi dans une conversation intime, dans une décision au travail, dans un commentaire sincère. Peu à peu, courage s'étend, et vous vous rendrez compte que la vie ne s'effondre pas lorsque vous êtes vrai. Au contraire, elle se réorganise. Certaines relations se rompent, certes, mais celles qui restent deviennent plus solides que jamais. La 8e étape consiste à transformer l'apprentissage en pratique quotidienne. Il ne suffit pas de réfléchir, il faut agir avec cohérence. Choisissez l'une de CES stratégies et appliquez-la aujourd'hui, pas demain. Les petits gestes quotidiens deviennent des habitudes, et les habitudes construisent le destin. Le chemin de l'authenticité ne se fait pas en un seul geste grandiose, mais par la somme des détails. Le non-dit qui finit par être dit, le masque qui s'enlève petit à petit, la rencontre avec soi-même qui se répète jusqu'à devenir naturelle. Tout cela n'est pas de la théorie, c'est une invitation. La transformation ne se produit pas dans un avenir lointain, mais dans le présent, dans la prochaine étape. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie d'un seul coup. Vous devez simplement choisir de commencer. Et en commençant, vous vous rendrez compte que l'impossible n'était que qui n'avait pas été tenté. Si cette vidéo vous a touché, laissez votre empreinte ici. Écrivez dans les commentaires laquelle de CES étapes vous a le plus parlé ou quelle pratique vous réalisez déjà et aimeriez partager avec d'autres. Votre expérience peut être exactement le mot que quelqu'un a besoin d'entendre pour ne pas abandonner. Et si vous souhaitez poursuivre Voyage en profondeur, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui, comme vous, ne se sentent plus à leur place à la surface. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes suffisants. Nous nous reconnaissons dans le regard éveillé, dans le silence véritable, dans le courage d'être.